Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Voici les titres. Au Cameroun, Cam Raï fait appel de sa condamnation. La compagnie ferroviaire filiale de Bolloré a été jugée coupable d'homicide involontaire après le déraillement d'un train. C'était en 2016. Mais les avocats des victimes ne sont pas non plus satisfaits du verdict final. Ils réclament une revalorisation des indemnités. Climat social tendu au Nigeria. Les deux principaux syndicats ont lancé une grève nationale après l'échec des discussions avec le gouvernement. Ils réclament depuis des mois la mise en place d'un salaire minimum. À Abuja, la grève a été très suivie, notamment dans le secteur public. Le sud de Madagascar affecté par une forte sécheresse. Conséquence, plus d'1 million de Malgaches sont dans une situation d'insécurité alimentaire. Le programme alimentaire mondial, le PAM, met en place une aide à la population. Pour en parler, nous serons avec Déborah Nguyen, porte-parole du PAM à Madagascar. Bonsoir. Cam Raï va donc faire appel de sa condamnation. La compagnie ferroviaire a été jugée coupable d'homicide et blessures involontaires après le déraillement d'un train en octobre 2016. Le bilan fut lourd, 79 morts et 600 blessés. La société filiale du groupe français Bolloré dénonce l'absence d'expertise qualifiée et compétente. Les conclusions avaient évoqué que le train qui relie Yaoundé et Douala roulait à vitesse excessive. Les précisions de Maud Julien. Les juges du tribunal DCK dans le centre du Cameroun ont rendu leur verdict sur un déraillement qui a coûté la vie à 79 personnes. L'entreprise Cam Raï, filiale du groupe Bolloré, et 11 de ses employés ont été jugés coupables d'homicide involontaire. Cam Raï devra payer 76 000 € aux victimes et les anciens responsables ont écopé de peines de prison allant de 3 mois à 5 ans ferme. Mais l'affaire n'est pas close pour autant. La défense a rapidement annoncé qu'elle ferait appel, citant l'absence d'expertise qualifiée et compétente pour établir les faits. Cam Raï entend endosser ses responsabilités, c'est-à-dire sa nécessité d'indemnisation. Cam Raï est une entreprise responsable, mais pas pénalement coupable. Les avocats des victimes, eux, saluent un premier pas dans le bon sens, tout en dénonçant justement une indemnisation insuffisante, qui laisserait au moins 500 victimes sans rien. Ils veulent faire opposition au verdict. Nous estimons que tant que Bolloré est responsable, Cam Raï est responsable de cet accident, il doit réparation à tout le monde et de façon intégrale. On n'en est pas encore là. Les familles ont reçu des avances, en tout cas ce que Bolloré considère comme des indemnisations. Pour nous, il s'agit des avances. Il s'agit d'un aveu de responsabilité. Nous les prenons comme tels et nous continuons la marche vers la réparation intégrale. Le déraillement remonte au 21 octobre 2016 sur l'axe Yaoundé-Douala. Une enquête administrative menée l'année dernière a conclu que le train était trop rempli, que ses freins étaient défectueux et qu'il roulait trop vite. En Côte d'Ivoire, cette nouvelle grâce présidentielle, le président Alassane Ouattara a accordé la libération de 4200 détenus condamnés pour des délits mineurs. Une décision qui intervient moins de 2 mois après l'amnistie accordée aux 800 personnes condamnées pour des crimes en lien avec la crise post-électorale, dont Simone Bagbo. Écoutez les précisions de Thaïs Brook. Selon le gouvernement, la Côte d'Ivoire compte environ 19 000 prisonniers. C'est donc près d'un quart d'entre eux, 4 200 personnes qui vont être libérées prochainement. L'annonce a été faite par le président Alassane Ouattara lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Selon le porte-parole du gouvernement, le ministre Sidi Touré, il s'agit là d'un nouveau geste du président ivoirien en faveur de la réconciliation. C'est vrai qu'il faut dire que le 6 août dernier, le président Alassane Ouattara avait déjà pris la décision d'amnistier environ 800 personnes condamnées ou poursuivies pour des crimes en lien avec la crise post-électorale. Simone Bagbo, l'ex-première dame, avait d'ailleurs profité de cette amnistie. Mais à l'issue de l'annonce du président Alassane Ouattara, il y a un peu moins de 2 mois, les membres de l'opposition et notamment les proches du FPI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, réclamaient aussi la libération des militaires condamnés eux aussi pour des crimes en lien avec cette crise post-électorale. Mais le porte-parole du gouvernement a précisé que seuls des civils seraient libérés, les militaires resteront donc en prison. Au Mali, cette opération d'envergure menée au petit matin par la force française Barkhane. 120 parachutistes ont été largués au-dessus de la ville de Ménaka dans le nord du pays. Plusieurs arrestations ont été menées par les soldats français.
Et par ailleurs, l'armée malienne a été victime d'une attaque jeudi dans le centre du pays, cette fois entre Bambara Maoudé et Douenza. 2 véhicules militaires ont sauté sur une mine. Il y a eu des échanges de coups de feu. Le bilan est de 7 soldats tués ainsi qu'un chauffeur civil. On en vient au climat social tendu au Nigeria. Les 2 principaux syndicats ont lancé une grève nationale après l'échec des discussions avec le gouvernement. Ils réclament depuis des mois notamment la mise en place d'un salaire minimum. Les précisions de Mounia Kassem. Réunis devant le ministère des Finances, ces responsables syndicaux ne sont pas autorisés à y entrer. Ils sont venus protester contre les salaires des travailleurs et leurs conditions de travail. Ce jeudi, les 2 syndicats, le NLC des ouvriers et le TUC des cadres, ont lancé une grève nationale. Le salaire minimum est basé sur une loi. Elle doit être promulguée et nous voulons que tout cela se fasse rapidement, de sorte qu'un nouveau salaire minimum puisse réellement être accepté. Les syndicats veulent voir le salaire actuel passer de 42,60 € à un salaire situé entre 107 et 154 €. La grève a été lancée après l'échec des négociations avec le gouvernement. Le président Buhari avait pourtant promis une hausse des salaires après l'augmentation des prix du carburant et une dévaluation de la monnaie au cours des 2 dernières années. Cette grève est un avertissement et pour le moment, elle n'a pas de date limite car si nous leur avons donné 14 jours pour nous entendre et qu'ils ne nous ont pas entendus, il leur faudra évidemment un certain temps pour comprendre. S'ils nous écoutent, alors le syndicat se réunira pour prendre une décision. Pour le moment, seules les administrations publiques et certaines banques sont affectées par la grève. Les commerces sont restés ouverts, mais le mouvement pourrait prendre de l'ampleur. Le principal syndicat du secteur pétrolier a annoncé son soutien aux grévistes. À Madagascar, près d'un enfant sur 2 connaît un retard de croissance et la situation ne va pas en s'améliorant dans un pays qui connaît une importante sécheresse. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, lance donc une campagne de nutrition redouble en cette période de sécheresse à Madagascar. Pour en parler, nous sommes avec Déborah Nguyen. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole du PAM à Madagascar. Alors, vous revenez de Madagascar, là, très récemment. Oui. Vous avez déjà travaillé en Afrique, notamment en Somalie, mais vous me disiez que là, la sécheresse à Madagascar vous a particulièrement marqué. Oui, c'est très frappant parce qu'on voit vraiment, c'est très visible que le changement climatique a un impact direct sur les populations. Donc, il n'a pas plu depuis très longtemps dans la région du sud de Madagascar. Et pour moi, l'image qui était très frappante, c'était cette image d'une rivière à Tsiombe, au sud de Madagascar, qui était complètement sèche, où les gens avaient l'habitude de se rendre pour aller chercher de l'eau et il n'y a plus du tout d'eau. Et donc des centaines de personnes continuent à y aller et creusent des trous pour pouvoir trouver un peu d'eau pour boire, pour se laver, laver leurs habits et abreuver le bétail. Alors vous, avec le PAM, vous allez redoubler d'efforts pour continuer ce programme de nutrition qui a déjà lieu à Madagascar, mais avec cette sécheresse, c'est plus d'1 200 000 personnes qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire. Comment est-ce que ce programme se met en place dans une situation d'urgence comme à Madagascar ? Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez souligné, donc il y a plus d'1 million de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de nourriture disponible sur les marchés et ils n'ont pas un pouvoir d'achat qui leur permet de s'alimenter. Donc le Programme alimentaire mondial a plusieurs projets pour lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition à Madagascar notamment, et dont les distributions de vivres d'urgence. Donc dans ces situations d'urgence, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des distributions générales de vivres donc aux populations les plus vulnérables qui sont affectées par la sécheresse. Il y a tout un accompagnement culturel aussi qu'il faut faire à Madagascar. L'alimentation principale, c'est le riz, mais vous me disiez aussi sur les marchés, c'est très pauvre en nourriture et les gens ne savent plus comment se nourrir. Oui, donc traditionnellement à Madagascar, on mange du riz. Mais le problème, c'est que les rizières, il faut beaucoup d'eau. Et en période de sécheresse, qu'on trouve principalement sur les marchés en ce moment, c'est du manioc. Et donc, ce qu'on fait dans le cadre du traitement de la malnutrition, c'est donner des conseils et on fait des démonstrations notamment culinaires pour montrer les différentes façons de cuisiner les produits qui sont disponibles sur le marché. Comment accommoder justement le manioc
Qu'est-ce que vous expliquez justement aux Malgaches? Que faire avec le manioc? Alors, c'est nourrissant quand même, le manioc? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a un programme qui a été mis en place, ça s'appelle le gari. Donc c'est la transformation du manioc pour pouvoir le garder plus longtemps aussi et le conserver donc, pour la période de soudure, quand il n'y a pas de récolte. Donc ça permet de transformer, donc de le garder. Et c'est une espèce de semoule et on peut cuisiner avec et c'est très bon. On peut faire différents aliments avec le gari. Il y a un accompagnement aussi spécifique pour les enfants, pour éviter, est-ce qu'il y a un retard de croissance à cause de ces problèmes de malnutrition? Qu'est-ce qu'il est apporté aux enfants particulièrement? Alors pour les enfants, donc ce qui est crucial, c'est les 1000 premiers jours de la vie, donc à partir de la fécondation jusqu'à 2 ans. Donc c'est très important de les accompagner à ce moment-là parce que ça peut avoir des conséquences irréversibles sur leur santé, sur le développement, sur leur capacité intellectuelle notamment, si jamais ils n'ont pas une nutrition adéquate à ce moment-là. Donc on distribue des suppléments nutritionnels qui sont à base d'arachides qui permettent de leur apporter les vitamines et les nutriments nécessaires à leur développement. Merci pour vos précisions sur ce programme pour lutter contre la malnutrition à Madagascar en cette forte sécheresse. Merci Déborah Nguyen. Merci à vous d'avoir suivi cette édition africaine. Tout de suite, l'info continue sur France 24. Beautiful.